Bonjour, je suis Mayolek et je n'ai jamais suivi en détail la bande à Picsou quand j'étais petit. Je crois que dès cet âge, je sentais déjà que c'était une ambiance qui me correspondait moyennement. D'où l'approche pas du tout nostalgique que j'en ai faite. Cependant, le trésor de la lampe perdue est davantage une œuvre de mon enfance. Car, comme pour Dingo et Max, c'est un film qui a su sublimer la formule de sa série de départ, ici pour en garder majoritairement ce qu'elle réussissait le mieux. Et comme pour Dingo et Max, la formule de départ a ses défauts immuables qui empêchent la chose de décoller très haut également. L'histoire se centre sur notre héros aventurier qui trouvera une lampe magique contenant un génie loufoque et attachant. Elle finira par se faire dérober par un méchant sorcier au dessein maléfique qui sera déjoué à la toute fin avant que dans un élan de bonté, le héros décide d'accorder la liberté au bon génie. Je crois que je viens de lire le résumé d'Aladin là. Non, c'est bien ça. Oui, parlons tout de suite de l'éléphant dans la pièce. Les similitudes avec le classique Disney sont assez visibles. Et c'est pas vraiment à incomber au film Picsou vu qu'il est sorti en premier. Mais, quand bien même c'est injuste, c'est lui qui en pâtit le plus. Parce que c'est impossible de ne pas faire de comparaison en voyant les deux films, et Aladdin a clairement mieux réussi les mêmes thèmes. Le petit génie dans Le Trésor de la Lampe Perdue est assez sympathique et a un bon dynamisme, mais ça fait pâle figure à côté du personnage iconique qu'on connaît. Et celui-là a 2-3 moments un peu trop bêta, je trouve. C'est le globe terrestre, voyons. Tu plaisantes? Tu veux dire que la Terre n'est pas plate? Tu as dit que t'étais pas sorti depuis 600 ans. J'ai le pied engourdi depuis 600 ans. On sait que la Terre est pas plate depuis plus longtemps que ça. Même s'il existe une communauté qui résiste encore et toujours au bon sens. Las Vegas doit être une ville fabuleuse puisque César y a déménagé son palace. Je pense que tu devrais savoir que les humains sont pas immortels comme toi. Zut, tu le confirmes même lorsque tu parles du grand méchant. Il ne peut pas être encore en vie. Ce serait une ruine. Excepté que son premier vœu était l'éternité. Et à ce niveau-là, c'est aussi une chose qu'Aladin réussit davantage. Ça instaure un peu mieux ses règles, là où chez Picsou on ne spécifie pas grand-chose. Par exemple, absolument rien ne dit que le génie ne peut tuer ou ressusciter personne. Un peu de sérieux, ça marche jamais. Même sans prendre en compte ça, on voit que c'est possible de défaire des vœux. Alors on pourrait pas juste souhaiter que le méchant n'ait jamais eu la jeunesse éternelle? Je dis ça comme ça. Méchant au passage très réussi dans sa présence imposante et savoureusement doublé par Jean Topard. Tu seras récompensé pour ta collaboration douteuse. Ouh, sa voix c'est comme une caresse suave. Je sais, ça veut rien dire. Sa capacité de manimal lui octroie un vrai capital menaçant, mais lui aussi souffre la comparaison avec son équivalent Disney humain qui est... Ben Jafar, merde. Et on a beau lui inventer à la volée des actes horribles, il n'arrive pas tout à fait à atteindre le même niveau. Avez-vous entendu parler de l'Atlantide? Merloc n'a pas pu avoir de réservation, alors il l'a fait couler. Et pauvre Pompéi, le Vésuve ne se serait jamais remis en activité si Merloc ne l'avait pas réveillé. Il paraît aussi que c'est lui qui a convaincu Hitler d'arrêter la peinture. Il est aussi un peu amoindri par le ton gaguesque régulier et le blast qu'il se porte. C'est exact, Merloc. Ouais, ça aide moyen quand votre personnage a l'air d'avoir une parodie de nom. C'est comme si on appelait Jafar à l'affreux, ça ne l'arrangerait pas. Et le dernier point sur lequel Aladdin s'en est mieux sorti, c'est la libération finale. Dans un film comme l'autre, on appuie que le génie veut sa liberté, et si chez Picsou c'est très correctement illustré, notamment via quelques répliques bien senties... Je ne tiens pas à laisser cette poule aux œufs d'or loin de mon regard. Ce n'est pas une poule, c'est notre ami. Idiotie! Un génie n'est pas une personne, un génie, c'est une chose. La tourmente du génie d'Aladin est un peu plus saisissante à suivre parce que dans le premier cas, on aborde vraiment cet aspect avec un esprit
très enfantin, alors que dans le second, c'est abordé avec un esprit plus adulte. Et même quand j'avais 6 ans, j'arrivais un petit peu à saisir cette approche plus complexe, qui m'a paru plus satisfaisante. Et je le redis, ce serait injuste de blâmer le film Picsou pour ça. Il est sorti en premier, et vu indépendamment, il se débrouille bien sur ses sujets. Mais c'est assez facile de voir pourquoi il s'est un peu fait éclipser par cet autre film Disney dans la mémoire des gens. Il aurait peut-être pu se démarquer un peu plus en prenant un concept similaire mais en partant sur une voie différente. Ce que la série a fait. Dans un épisode de la bande à Picsou, celui-ci et Gripsou mettent la main sur la lampe d'Aladin. Si. La tombe d'Aladin est quelque part sur cette montagne. C'est pas pareil que la lampe du film, car celle-ci appartient à... Kalibaba et les 40 voleurs. Encore cette politique du parfois on parodie un nom, parfois non. Enfin bon, là aussi on a un cas de génie conscient qui veut sa liberté avant tout, mais ce coup-ci il essaye de manipuler sournoisement ses maîtres pour ne plus être un serviteur. Bon, malheureusement là c'est assez pauvrement mis en scène, mais ça aurait pu faire une approche intéressante en film. Enfin, ne nous apesantissons pas trop sur ce que ça aurait pu être, et parlons plutôt de ce que c'est-à-dire pas mal du tout. On sent l'effort produit pour le format film par rapport à la série. L'action est régulièrement palpitante, notamment vers la fin où on est fortement pris aux tripes. L'écriture a un léger poids recherché et fait grimper les enjeux avec une vraie efficacité, et les dialogues s'enchaînent avec pas mal d'impact, ne serait-ce que pour souligner notre bon oncle central. La plupart de ces objets vont être exposés au musée. Oh, ça ne ressemble pas à Oncle Picsou. Je pourrais ainsi bénéficier d'une diminution d'impôt. Ça lui ressemble. Ça n'a pas une grande valeur. Oh, alors je peux l'avoir, Oncle Picsou? Eh bien... Évidemment. C'est également très joli, ça. Ah, oui. Mais tiens, ma chérie, alors ne dis pas que ton oncle ne t'a jamais rien donné. Enfoiré! Au passage, oui, on sent que ce coup-là, on a donné le temps à l'équipe de traduction et de doublage pour faire un travail satisfaisant, et ils s'en sortent très bien, même si certaines habitudes on a dans l'ongle. Picsou et les triplés sont montrés à leur meilleur niveau, c'est-à-dire par leur côté aventurier inventif, et c'est clairement là qu'ils brillent le plus. Pour les autres, c'est un peu moins folichon. Plagada reste le même empoté neuneux sans intérêt pour moi. Mamie Baba est dépeinte uniquement sous son aspect tourné au ridicule, ce qui est un poil insultant pour le personnage qui savait avoir un peu la classe dans la série parfois. Et Zaza... ouais, j'ai le sentiment que les scénaristes du film n'avaient pas en haute estime les persos féminins de la bande à Picsou. Je le redis, j'apprécie un petit peu cette Zaza qui sait avoir un léger côté naïf, honnête, touchant. Et on retrouve un peu ça ici. Mais on la retiendra plus pour ces moments-là. D'abord, tu verses le thé. Ensuite, tu prends de petites gorgées. Et tu parles à tes invités. Et c'est comme ça qu'on invite ses amis pour le thé. On traite son côté fifi qui aime les trucs roses et mignons à un niveau assez irritant ici. À tel point qu'on la rend responsable non pas une fois mais 2 fois de foutre la merde exactement de la même façon lorsque le génie est aux mains des enfants. Un peu casse-bonbon sur les bords. Si vous avez connu le personnage principalement via ce long métrage, je comprends aisément que vous ne l'appréciez pas trop. Mais le pire reste... Drôle de Monderlock. Et il était tout seul, disons. Oh, mais regarde ce que j'ai volé. Plusieurs pinces à papier. Cette montre de poche très pratique. Du film. Je vais même pas faire de jeu de mots là-dessus, le film le fait pour moi. Disons, je sens que la moutarde me monte au nez. Cette voix stéréotypée qui a toutes les qualifications requises pour être un perso tertiaire dans la série Aladdin est le second du grand méchant, et c'est juste l'andouille de service dont le trait caractéristique est d'aimer voler. J'imagine que c'est parce qu'il est artiste incompris. Et il est lourd. Accent mis à part, son gimmick s'épuise au bout d'1 minute. Et il est ultra présent dans ce film. Un sidekick de méchant sorcier pet couille stéréotypé.
Ça me rappelle vaguement quelque chose. Mon adresse légendaire ne m'a été d'aucun secours. J'aime pas quand je fais ça. Eh ben, y a pas que le premier Aladdin qui a copié ce film. Sérieusement, la similitude est frappante. Ce sont tous deux des intervenants de circonstances importants dans le scénario, mais qu'on force à être des ahuris pour le gag facile, alors qu'on aurait facilement pu raconter la même chose en les rendant moins ridicules. Et dernier point commun, les deux personnages réapparaissent dans leur série dérivée. Oui, le film est sorti avant la fin de la bande à Picsou, donc on a décidé de réutiliser Amura dans la dernière saison. Et il gâche considérablement chaque épisode où il apparaît. Pigeon, il adore faire du lèche-vitrine. Je crois qu'on a fait le tour de ce qui va pas. Il ne manque plus que la petite théâtre du chipotage. Et bien entendu, la populace locale leur en voudra pas du tout d'avoir détruit ses piliers. Tu l'accompagneras en tant que guide. Et on ne montrera pas comment tu les as convaincus de t'embaucher. Ah oui, le fameux Charo Madère. Très important d'inventer cette espèce hybride pour faire un gag. 6 ans plus tard, à moins d'avoir sorti une pelleteuse de ton sac, c'est moyennement crédible. Oh, d'accord, je souhaite que Zaza n'ait jamais fait ce stupide vœu. Ça veut dire qu'il devrait lui rester 3 vœux, normalement. Oh, quelle horreur! Je déteste les rats! Et il faut qu'il attende 10 minutes pour se dire « Faudrait peut-être que je change de forme ». Comme par hasard, ils ont une saucière qui est le portrait craché de la lampe. Eh ben, c'est pas de veine. Si seulement il y avait un moyen d'entrer et de récupérer la lampe. Mais il y a bien trop d'alarmes. Oh oui, des centaines. C'est pour ça que ça a toujours été facile d'approcher ton coffre-fort dans la série. Pas vraiment un défaut du film en soi, mais j'avais un peu envie de le pointer. Je me suis défait de ce parachute par télékinésie en 2 secondes. Je te rappelle que tu peux toujours changer de forme, Merloc. Mais oui, sans le génie, elle n'a plus de raison d'être. Si détruire la lampe défait tous les vœux qu'elle a exaucés, est-ce que ça veut dire que l'Atlantide ne devrait plus être submergée et que le Vésuve n'est pas entré en éruption à Pompéi? À nouveau, les règles de cette chose sont pas super claires. Globalement, c'est un bon petit film d'aventure qui vaut le détour. Il sait comment adapter une série épisodique légère dans un format plus recherché en reprenant majoritairement les réussites. Et si la comparaison à un long métrage mieux réussi dans son genre est inévitable aujourd'hui, il y a suffisamment de mérite dans le trésor de la lampe perdue intrinsèquement pour l'apprécier sincèrement. Même quand on n'est pas spécialement fan de la série comme moi. Cela étant, le statut culte qu'a engendré cette franchise a su avoir des répercussions jusqu'à très récemment, et c'est ce sur quoi on va se pencher la prochaine fois. C'est maintenant qu'il me le dit. C'était Mayolek, et n'oubliez pas d'être Disneyphile.